Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à la durabilité retardée, une fonctionnalité SQL Server qui, à mon sens, est très largement sous-utilisée, très peu connue, très peu utilisée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Laporte, je suis consultant et formateur, j'ai créé ma propre société il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Je suis certifié trainer, certifié master sur SQL Server, produit sur lequel je travaille depuis 1997. Je suis également honoré du titre de MVP depuis 2009. Si vous souhaitez me contacter via les réseaux sociaux, que ce soit du Twitter, du LinkedIn ou via mon blog, n'hésitez pas, toutes les coordonnées sont présentes sur cet écran. Avant d'attaquer le sujet de la durabilité d'une transaction, je voulais dans un premier temps vous parler du fonctionnement de manière très brève de SQL Server. Lorsqu'une requête arrive sur SQL Server, elle va être prise en charge par un thread issu de ce que l'on appelle le worker pool. Le worker pool, c'est un ensemble de threads prêts à l'emploi qui seront initialisés dès le démarrage de SQL Server. Le nombre de worker threads va être dépendant de la puissance de la machine, du nombre de cœurs qui sera présent sur la machine. Une fois que ma requête a été prise en charge par un worker thread, en fait, une tâche va être constituée côté SQL Server. Et cette tâche va tout simplement être identifiée par le fameux Session ID ou SPID que vous pouvez rencontrer sur différentes requêtes issues des DMV. La première chose qui va être effectuée, c'est la compilation de la requête. La requête va arriver sur un scheduler. Un scheduler, c'est l'association d'une file d'attente et de la CPU, et le côté exécution, côté CPU, côté physique. Ma requête va être prise en charge par un scheduler de manière à compiler la requête. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo de la compilation de la requête, ce n'est pas l'objet, mais grosso modo, de manière basique, il va y avoir un certain travail qui va être effectué par SQL Server, travail d'optimisation, travail de simplification, d'algébrisation, et une fois la tâche terminée, une fois le plan d'exécution généré, ce plan d'exécution va être stocké en mémoire dans ce que l'on appelle le buffer pool de SQL Server. Une fois que ma requête a été compilée, je vais pouvoir récupérer finalement ce plan d'exécution et commencer l'exécution de ma requête à proprement parler. Alors même si on parle de compilation de requête, l'exécution dans le rostore, dans le moteur de base de données traditionnel SQL Server, reste une exécution qui est interprétée et on va exécuter chacun des opérateurs de manière séquentielle. Ma requête va commencer son exécution, on va re-rentrer dans un scheduler, on arrive sur la CPU et toutes les requêtes dans SQL Server s'exécutent en mémoire, à l'exception de Restore Database, mais on va partir du principe que toutes les requêtes s'exécutent en mémoire. Autrement dit, lorsque je vais exécuter ma requête, et partons du principe que nous allons avoir une requête de type update, je vais devoir trouver dans le buffer pool les données que je souhaite modifier. Si ce n'est pas le cas, si les données ne sont pas présentes dans le buffer pool, SQL Server va finalement stopper l'exécution de ma requête pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et ma requête va être mon speed, ma session, ma tâche. Ma requête va être mise en attente pour une raison de type IO, Page IO Latch. Alors on peut avoir du Page IO Latch SH, shared, partagé, de manière à pouvoir supporter les requêtes de type select, ou bien du Page IO Latch EX, exclusif, de manière à supporter des requêtes de type update ou delete. Autrement dit, la lecture des données sur disque est une opération qui est asynchrone. Ce n'est pas mon processus, ce n'est pas ma requête qui ira lire les données sur disque, il s'agit tout simplement de notre processus qui s'en occupera dans SQL Server. Et une fois que cette lecture disque a été satisfaite, un process, quel qu'il soit dans SQL Server, que ce soit un process utilisateur ou un process système, en fait, dès qu'une requête quitte le mode d'exécution, le côté running, on va venir se poser la question, est-ce que quelque chose qui était attendu par quelqu'un est disponible? Oui, j'attendais après des IO, l'IO a été satisfait, on va donc venir me réveiller, on va venir me signaler que l'IO que j'attendais a été satisfait. Je vais donc pouvoir
poursuivre l'exécution de ma requête, je vais remonter la file d'attente au niveau de mon scheduler, file d'attente de type FIFO classique, et une fois qu'on est sur la CPU à proprement parler, on pourra à ce moment-là réellement commencer l'exécution de la requête. Alors, exécuter une requête de type update va supposer que l'on va poser un certain nombre de verrous. On va également poser des latches au niveau de la structure en mémoire, mais encore une fois, le propos de cette vidéo n'est pas de détailler tout le processus, je dirais, lié à la transaction. On va finalement se concentrer sur la notion de journal de transaction. Parce qu'une fois que j'ai écrit l'information en mémoire, il va falloir que très rapidement, je vienne écrire ces informations physiquement dans le fichier LDF, log data file, le fameux journal de transaction de SQL Server. Et l'écriture dans le journal de transaction est un process qui est synchrone. Pourquoi est-ce que c'est un process qui est synchrone? Tout simplement pour assurer la durabilité de la transaction. L'opération que je viens d'effectuer, je l'ai effectuée en mémoire. Si je n'écris pas très rapidement l'information sur disque, je vais être en mesure de perdre cette information en cas de crash complet du système. Un arrêt électrique, une panne disque, peu importe. Et donc, si j'écris l'information de manière synchrone dans mon journal de transaction, je peux, s'il n'y a pas de problème physique sur le disque dur, je peux très bien ne pas avoir de perte de données, même en cas de crash de SQL Server. Ce principe, d'ailleurs SQL Server n'est pas le seul à l'utiliser, est connu sous le terme de WAL, Write Ahead Logging. On commence d'abord à écrire dans le journal de transaction. Si cette opération-là échoue, dans tous les cas, j'annule ma transaction. Mais si cette opération a réussi, cela veut dire qu'en fait, on a une durabilité qui est assurée au niveau de la data, au niveau de la transaction. Ça ne couvre pas tous les cas parce qu'effectivement, je pourrais avoir un crash au niveau du disque en tout cas sur le disque qui supporte mon journal de transaction, ce qui veut dire que si je veux me prémunir contre ce genre de panne, il va falloir que j'utilise différents systèmes de haute disponibilité, typiquement du database mirroring dans les anciennes versions de SQL Server, qui aujourd'hui s'appellent des groupes de disponibilité Always On Availability Group. L'idée est réellement d'écrire de manière synchrone dans le journal de transaction. Nous allons voir ça tout de suite dans une démonstration. Je vais créer une base de données, toute simple, DIMO Delayed Durability. Et dans cette base de données, alors je vais agrandir un tout petit peu l'espace dans les fichiers de manière à pouvoir je dirais exécuter tous les tests sans être embêté sur des agrandissements de fichiers qui peuvent être problématiques en fonction de la configuration et de la performance disque. Et dans cette base de données, je vais tout simplement créer une table de test. Table de test, encore une fois, rien de vraiment extraordinaire, une colonne ID de type integer avec la propriété identity qui va me permettre de supporter ma clé primaire, et ensuite une colonne que j'ai appelée val qui va tout simplement représenter le payload, qui va représenter l'enregistrement que vous voulez insérer. Donc une fois que cette table a été créée, on va pouvoir commencer à effectuer nos tests. Alors, je fais un tout petit peu de ménage. Et dans une nouvelle session, on va tout simplement venir effectuer 50 000 inserts dans notre fameuse table de test. Tout le reste du code n'est là que pour calculer finalement le temps qu'il nous aura fallu, le temps nécessaire pour effectuer l'opération. La dernière partie, la dernière requête concerne les attentes. Donc, on va voir finalement qu'est-ce qui empêchait SQL Server d'effectuer l'opération de manière plus rapide. On exécute. J'ai pas tout pris. Si, il est en cours. Et donc, cette requête, en tout cas ces 50 000 inserts, ont tout simplement duré 5 secondes 3. Et sur ces 5 secondes 3, nous avons attendu 3 secondes 7 pour une attente de type write log. On a du mal à écrire dans le journal de transaction. Et on constate que l'on retrouve le nombre d'inserts
au niveau des tâches qui ont été soumises à une attente de type write log. Si j'avais effectué ma boucle 10 000 fois, je l'aurais eu 10 000 attentes de type write log. Donc on constate réellement que dans notre cas, ici, l'attente de type write log a réellement été problématique. C'est un comportement qui est historique dans SQL Server. Effectivement, ça constitue un goulet d'étranglement et donc un problème de performance. Pourquoi? Parce que j'écris en mémoire de manière synchrone, je veux venir écrire sur disque et l'attente de type write log est caractéristique d'une problématique liée à la performance au niveau du disque. SQL Server n'arrive pas à écrire suffisamment rapidement dans le journal de transaction. Alors, il n'y a pas des masses de possibilités, je dirais, pour améliorer la situation dans SQL Server. Je pourrais très bien ne pas écrire toute la transaction, dans le sens où si je supprime des index non cluster sur la table, je vais soulager les écritures disques. Mais globalement, ça reste une problématique plutôt de type OS hardware. Donc, il faudrait augmenter la capacité, la performance, du sous-système disque. On a quand même un levier dans lequel on peut jouer dans SQL Server pour essayer de diminuer ou de gommer totalement ce problème de performance, parce qu'il s'agit d'un vrai problème de performance. L'idée, c'est tout simplement, à partir d'SQL Server 2014, de pouvoir contrôler la durabilité de la transaction. Historiquement, ma transaction est durable. J'écris de manière synchrone dans le journal de transaction. On a la possibilité d'écrire de manière asynchrone dans le journal de transaction au travers de la propriété de base de données Delayed Durability qui peut prendre plusieurs valeurs comme on peut le voir dans l'écran. Historiquement, on n'avait pas de durabilité retardée, donc on a toujours la possibilité de garder ce modèle de fonctionnement avec la valeur disabled, désactivée. On n'utilise pas la durabilité retardée. On a aussi la possibilité d'utiliser la durabilité retardée forcée. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour toutes les transactions, insert, update, delete, truncate, merge, qui vont arriver sur mon instance SQL, toutes ces transactions-là vont profiter d'une écriture asynchrone dans le journal de transaction. Et la dernière possibilité, c'est tout simplement d'utiliser le allowed, autorisé. Autrement dit, on va donner la possibilité au développeur de faire le choix en fonction des transactions et en fonction de la perte de données qu'il va s'autoriser, d'utiliser ou pas la delayed durability. Et donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui va apporter un gain de performance et qui va être perceptible, qui va être visible par l'utilisateur final, parce qu'on va tout simplement gommer les attentes de type write log. L'application ne devra pas attendre après l'écriture physique sur disque, donc NTFS qui va valider l'écriture sur disque à l'OS et qui remontera à SQL Server. On n'a pas besoin d'attendre après l'acknowledge disque pour continuer le traitement. Donc, on va voir tout ça en démo. Si je reprends le code, j'ai la possibilité ici de modifier le comportement de ma base de données pour autoriser la durabilité retardée. Et ensuite, nous allons tout simplement rejouer exactement le même bout de code avec les 50 000 inserts. Et on va constater effectivement que là où on avait 5 secondes et quelques d'exécution, on est tombé à moins d'une seconde d'exécution et on n'a absolument plus du tout d'attente de type write log. Donc nous n'attendons plus après l'écriture physique sur disque pour continuer le traitement. Alors, de manière décalée, SQL Server et Windows vont continuer d'écrire les informations sur disque. Donc la perte potentielle de données, elle n'est entre guillemets, elle ne concerne que les quelques secondes qui vont suivre la fin de votre transaction. Donc il y a en termes de contrepartie une possibilité de perte de données, mais clairement certains traitements peuvent tout à fait le tolérer. Pourquoi? Parce que en fait on est capable de rejouer la transaction si c'est un import depuis un fichier texte, si on importe des données depuis un autre système, si l'utilisateur est capable de rejouer cette transaction là.
ou si par exemple on est sur du data warehouse avec des chaînes d'import, il est tout à fait possible de tolérer une perte de données qui ne concerne que quelques secondes et au pire une minute, je dirais, au niveau du système. Tout est forcément dépendant de la performance disque de votre système et la perte potentielle sera liée à la performance de votre disque. Mais cette fonctionnalité-là est vraiment une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante et qui va permettre de gagner en termes de performance malgré la perte potentielle de données. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux. Merci beaucoup.